Bonjour à tous et bienvenue sur For You Media Africa. Vous regardez le programme informatif For You Matin. Merci de nous retrouver et bienvenue à tous. Nous parlons de l'actualité d'Afrique et d'ailleurs, mais cette fois-ci, commençons par cette déclaration de Moscou. C'est le néocolonialisme moderne contre lequel nous allons lutter pour la liberté des nations. C'est une déclaration alors même que certains présidents africains sont à Moscou, notamment le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, pour le forum de lutte contre le néocolonialisme organisé par Moscou. Nous en parlerons dans cette édition de For You Matin, mais également de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Ce matin encore, on en parle. L'ONU a décidé de se prononcer lors du Conseil de sécurité dernier, le lundi 12 février. L'offensive du M23 a été condamnée selon les membres de ce Conseil. Mais après, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Qu'est-ce qu'on fait sur le plan sécuritaire, mais également humanitaire, pour aider la République démocratique du Congo? On en parle dans cette émission. Merci de nous regarder. Bienvenue à tous. Vous nous regardez sur For You Media Africa, nos différentes plateformes internet, mais également nous recevez à travers vos petits écrans, sans oublier que vous nous écoutez à travers la 96.3 FM, For You Radio, la radio panafricaine. Sur ce plateau, je suis accompagnée de mes invités que je m'en vais vous présenter à l'instant. Je commence avec le docteur Yam Timba, économiste et chercheur. Merci à vous d'être là ce matin. Bienvenue et bonjour. Bonjour Madame Bégoudé. Albert Anatole Aïssi, votre copanéliste, est également avec nous sur ce plateau. Directeur de publication et journaliste, merci d'être là. Bonjour. Bonjour Madame Bégoudé, je salue Yam Timba. Moi, je n'aime pas vous mettre du docteur ou bien du professeur avant. Bonjour, n'est-ce pas, aux auditeurs, aux téléspectateurs et aux auditeurs, n'est-ce pas, de cette plateforme, n'est-ce pas, du groupe For You Media. Je dis bonjour aux techniciens ainsi qu'au top management. Je dis bonjour à l'Afrique. Quand je l'ai dit, je voudrais revenir en temps cette émission comme dans la coutume par un coup de gueule. Il y a quelques jours, le ministre de l'eau et de l'énergie, dans un communiqué, a fait, j'ai envie de dire, a fait un blâme à Eneo n'est-ce pas, de faire preuve, n'est-ce pas, de l'esprit citoyen en évitant des délestages ou, si vous voulez, des rationnements intempestifs d'électricité. Chose que, certainement, Eneo n'a pas encore compris, puisque je peux vous dire que j'ai dormi dans l'obscurité, du fait de ces délestages. Alors, question. Le communiqué, il est sorti. Qui va se charger du suivi de ce communiqué sur le terrain? Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci à vous, Albert Anatole Aïssi, pour ce coup de gueule ce matin. Vous avez une réponse? Je peux vous donner une réponse. Oui, Docteur Yam Timba, vous avez la réponse à la question? Je crois que ce communiqué était rhétorique. Ce n'était pas du tout un communiqué de management. Pour une raison simple. C'est que soit le ministre ne sait pas quelle est la quantité, quelle est la disponibilité. Non. Quelle est la puissance produite au Cameroun et quelle est la demande au Cameroun. Et il peut donc se permettre de dire ce genre de choses totalement vides de sens. Soit alors, il sait tout ça, mais il veut se donner le bon rôle. Ah non, vous voyez, moi je me soucie des délestages, donc je vais demander à Eneo de faire. Eneo produit une puissance installée de 1400, 1500 mégawatts. Non, le Cameroun. Voilà. Le Cameroun produit à une puissance installée autour de 1400, 1500 mégawatts et la production réelle est autour de 1200, 1100 mégawatts. On a des pertes de l'ordre de 20 à 30% sur le réseau parce qu'il est obsolète. Ouais. Donc en réalité, Eneo se retrouve avec 800, 900 mégawatts à distribuer. Vous voulez que Eneo fasse comment avec 800, 900 mégawatts devant une demande de l'ordre de 6000 mégawatts? Moi, je sais pas si le ministre fait souvent de la sorcellerie, mais la seule façon de ne pas faire qu'il n'y ait pas les délestages au Cameroun, c'est qu'on fasse de la sorcellerie. Donc, enfin, je crois que c'était plus rhétorique que sérieux.
Mais au Cameroun, ne fait que de la rhétorique. En tout cas, les populations attendent le suivi de ce communiqué. C'est parce qu'il sait que c'est rhétorique. Je vous ai répondu. C'est parce qu'il sait lui-même que c'est rhétorique et pas managérial qu'il n'y a pas de suivi. Merci, chers messieurs. Peut-être la population, elle, fera le suivi. Parlons donc de ces sujets d'actualité mis en une de cette émission, cette déclaration de Moscou sur la lutte contre le néocolonialisme. Le directeur du département de la planification de la politique étrangère du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie s'est exprimé. D'ailleurs, ce sont ses propos qui sont utilisés ce matin dans le cadre de cette émission où il rappelait que de plus en plus d'États se prononcent contre le néocolonialisme, contre la domination étrangère et l'impérialisme. Mais docteur Yamtimba, est-ce que c'est suffisant de se prononcer? Est-ce que c'est suffisant de participer à un forum de lutte contre le néocolonialisme pour les pays africains si la politique décisionnelle n'est pas mise en place? Non, si les hommes qui sont capables de formuler ce type de politique et d'avoir ce genre d'attitude ne sont pas en place. Il y a un certain nombre de choses remarquables dans ce propos. Le premier, c'est que la pensée de Kwame Nkrumah enfin triomphe. Le monde entier reconnaît que le néocolonialisme, dernier stade du capitalisme, comme le disait Kwame Nkrumah, eh bien, est une gangrène. C'est un sérieux problème grave, dangereux, contre lequel il faut lutter. Et que c'est un problème qui concerne le monde entier. S'il y a des pays néocolonialistes dans le monde, alors ces pays-là perturbent les circuits commerciaux, perturbent l'économie mondiale et surtout créent des poches de tension et de chaos qui deviennent le problème de la planète tout entière, alors que ces pays-là profitent égoïstement des bénéfices. Donc, les problèmes, c'est pour tout le monde, mais les bénéfices, c'est pour ces pays-là. Et les perturbations touchent et concernent la totalité des sphères d'existence du monde entier. Donc, c'est quelque chose d'inacceptable. On ne peut pas avoir des gens qui prennent de l'uranium à 80 cents le kilo et qui en profitent, mais les déchets de l'uranium au Niger, c'est un problème écologique mondial. Alors, des pays aussi éloignés que la Mongolie ou je ne sais pas moi, le Lesotho ou le Salvador sont concernés par les déchets nucléaires produits au Niger, mais n'ont aucune idée des bénéfices et ne savent pas où vont les bénéfices. De telles situations dans le monde devraient cesser. Ça doit cesser. Et ça doit rapidement cesser parce qu'aujourd'hui, le monde a besoin, au-delà des tensions ou, si vous voulez, des divergences, les uns sont pour un monde unipolaire, les autres pour un monde multipolaire, etc. Au-delà de cela, il en va de la survie de l'humanité. Les gens, peut-être que l'aspect qu'il faut ajouter aujourd'hui à la pensée de Kwame Nkrumah, c'est celui-là. C'est-à-dire que le néocolonialisme, c'est le dernier stade de l'impérialisme, mais le néocolonialisme est tout simplement mortifère. C'est quelque chose de négantropique dans le sens où ça conduit à la destruction de l'humanité. Parce que les pays néocolonialistes n'embrassent que les avantages, les bénéfices, mais ne s'occupent ni des inconvénients, ni de tout ce qui peut être perte, qui peut être passé en perte. La conséquence, c'est que beaucoup de pays dans le monde sont dans une situation non pas de domination simplement. La France est dominée par les États-Unis, mais la France vit. Mais sont dans une situation plutôt de destruction progressive. Le Niger, avant qu'il ne se mette dans la reconquête de sa souveraineté, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui un exercice, une initiative heureuse, c'était un pays en pleine destruction. Le mercenariat international qui sévit, qu'on appelle pudiquement le terrorisme, pour empêcher le Niger de saisir la Cour internationale de justice pour crimes de guerre. Et donc on va dire pudiquement c'est du terrorisme. Mais si vous dites que c'est du terrorisme, ça ne tombe donc pas sous le coup des lois qui punissent les crimes de guerre. Or, le mode opératoire montre très bien que ce sont des mercenaires, et c'est eux-mêmes qui le disent.
qui sont payés dans cette zone du Sahel pour déstabiliser le Sahel. Et donc, en réalité, ça tombe sous le coup des crimes de guerre. Donc, déstabiliser par ce mode-là, déstabiliser par le fait qu'il y a des déchets partout. Si vous allez autour d'Arlit aujourd'hui, toute la population aux alentours souffre des méfaits de l'exposition à l'air libre des déchets de l'exploitation des mines d'uranium. Donc, il y a un génocide d'origine industrielle qui est installé par un pays néocolonial qu'on appelle la France. Et vous allez trouver cela partout. Vous allez en RDC, vous avez ce qui s'y passe dans le nord-est, le pillage économique qui a déjà fait 20 millions de morts entre la fin des années 90 et aujourd'hui. Je rappelle que 20 millions, c'est pratiquement la population du Niger, ou du Mali, ou du Burkina, c'est supérieur à la population du Sénégal, c'est le tiers de la population française, etc. Donc, vous avez 20 millions de personnes qui sont décédées, vous avez, et ça on n'en parle pas assez, le docteur, le médecin Denis Mukwege a parlé de l'industrie du viol. Les Africains considèrent que les femmes chez eux, c'est la ressource la plus précieuse, c'est d'ailleurs la personne la plus importante, parce que ce sont des sociétés matrilinéaires et ce sont des sociétés qui font de la femme le primum inter pares. Lorsque vous créez une industrie de viol des femmes dans une société comme celle-là, vous déchirez le voile de cette société. C'est une souffrance indicible. Et à côté, vous avez donc cette exploitation sauvage des ressources minérales dans des mines artisanales, dans des mines non conventionnelles, qui polluent terriblement toute cette région. Qui en profitent? Ce sont les puissances occidentales qui puisent là-bas le coltan, l'or, le diamant, etc., avec leurs vassaux qui sont autour du Congo et de la RDC. Et vous voyez que le problème de la pollution, le problème du viol des femmes, les guerres, la guerre qui y a cours, le monde entier est concerné. Mais il n'y a que quelques pays qui profitent, qui tirent bénéfice de tout cela. Donc, il y a chez certains peuples, comme les Russes aujourd'hui, l'idée que le monde ne peut pas continuer à fonctionner de cette façon, ce d'autant plus qu'aux portes de la Russie, on a un problème qui s'appelle l'Ukraine, qui est un pays néocolonisé par les Américains. Vous vous souvenez que, comment elle s'appelait la dame qui était Premier ministre là-bas en Ukraine? Il y avait une dame on la faisait passer pour une passionnariat comme ça, mais à l'époque là, le gouvernement ukrainien les ministères de souveraineté étaient tenus essentiellement par des Américains. Et on faisait donc l'apologie de la double et de la multinationalité, sous le prétexte qu'on avait des gens qui avaient une nationalité américaine, je crois israélienne et australienne, des choses comme ça, et qui étaient dans le gouvernement ukrainien. Le problème étant que c'était du néocolonialisme américain, et ce néocolonialisme était tellement poussé qu'ils ne s'arrêtaient pas au contrôle de l'économie de l'Ukraine, ils étaient allés jusqu'à contrôler directement l'appareil politique. Donc, quand les Russes en parlent, c'est tenant compte de cela. Et ils rappellent que c'est à cause de cela c'est ça qui a été le déclencheur de l'opération militaire spéciale dans ce pays. Donc, nous sommes très heureux de voir la pensée de Nkrumah inonder le monde et inspirer le monde aujourd'hui et lui donner une nouvelle vie et surtout permettre de poser des problèmes de fond de notre époque et de pousser tous ceux qui sont des hommes de bonne foi et des gens libres et souverains à aller chercher les solutions les plus structurées pour que le monde connaisse la paix et une prospérité partagée qui nous manque. Merci, Dr Yamtimba, pour ce premier jet sur la question. Albert Anatole a ici ce que la Russie qualifie aujourd'hui de néocolonialisme moderne, prolifère, et à Moscou, près de 70 pays sont représentés pour participer à ce qu'ils appellent le forum de lutte contre le néocolonialisme.
Albert Anatole a ici, quelle importance pour un forum comme celui-là, lorsqu'on constate que dans plusieurs pays, effectivement, peut-être comme l'a rappelé Dr Yamtimba, se vivent terrorisme, mercenariat, pollution ou encore tout simplement du capitalisme, mais les décisions politiques ou encore les hommes politiques eux-mêmes ne se manifestent pas. Déjà, il faut noter qu'en organisant ce forum contre le néocolonialisme, Moscou se positionne comme étant un acteur majeur dans la géopolitique mondiale qui est en train de se mettre en place au travers de la multipolarité. Et cette multipolarité qui va consacrer la rupture avec la pensée unique qui nous est imposée par les États-Unis et ses alliés. Yamtimba a évoqué un certain nombre, n'est-ce pas, d'avatars liés au néocolonialisme. Je voudrais ajouter à sa suite des questions d'ingérence des étrangers dans les affaires intérieures de nos pays. Et ça aussi, c'est une forme de néocolonialisme. Dans le contexte africain, notamment dans l'espace francophone, vous allez constater, mais pas seulement, vous allez constater que lorsqu'un pays, par exemple, organise une élection, et à la suite de cette élection, tant que Washington, Paris ou la Grande-Bretagne n'ont pas dit oui, c'est considéré comme une élection pas crédible du tout. Il faut que leur critique soit donnée pour que la crédibilité justement de cette élection soit établie. Donc nous pensons que dans le contexte, n'est-ce pas, du basculement géopolitique qui est en train de se mettre actuellement en place, il est question justement de mettre en perspective une autre idéologie. C'est-à-dire l'idéologie, n'est-ce pas, géopolitique, l'idéologie de la non-ingérence, qui consacre quoi? Qui consacre très souvent le refus ou le déni de la souveraineté des États. Je veux dire, quand vous vous rappelez que dans le cadre des relations internationales, la souveraineté, c'est quelque chose de pas négociable. Je crois que c'est pour ces raisons qu'ils ont organisé une coalition en Ukraine contre, n'est-ce pas, la Russie. C'est pour ça qu'ils soutiennent et continuent de soutenir, n'est-ce pas, Israël du côté du Proche-Orient, en dépit du génocide qu'il est en train de perpétrer contre, n'est-ce pas, des civils, contre les populations civiles, en dépit de l'agression. Donc, c'est au nom de cette souveraineté de l'État d'Israël à se défendre qu'on peut nous multiplier, n'est-ce pas, des conflits, des génocides, qu'on peut nous multiplier des terrorismes, qu'on peut nous multiplier, n'est-ce pas, des sanctions, parce que c'est aussi ça la réalité. Dans le contexte ouest-africain, lorsque quelques États se sont engagés dans une sorte, n'est-ce pas, de rupture, et surtout d'expression de leur souveraineté, de leur indépendance, qu'est-ce qu'on leur a opposé? On leur a opposé des sanctions. Dans le contexte de l'Afrique australe, notamment en Ouganda, lorsque un pays décide que non, nos us et coutumes, notre législation proscrit les pratiques, les relations homosexuelles, qu'est-ce qu'on lui oppose? Washington lui oppose les sanctions, c'est-à-dire la fermeture du robinet financier. C'est ça le néocolonialisme. Donc, aujourd'hui, et il faut quand même se le dire, le néocolonialisme fait encore plus de victimes, plus de dégâts que, n'est-ce pas, la colonisation. Et c'est quoi le néocolonialisme de fait? En fait, vous avez donc des individus, quelquefois c'est une minorité d'individus regroupés dans un petit lobby, qui décident que c'est eux qui ont les êtres supérieurs, que c'est eux qui sont omniscients, ils ont la solution à tout, à tous les problèmes de la Terre, et vous devez marcher selon leur pensée, selon leur modèle de pensée, un peu comme ça on a observé dans le contexte ukrainien, de la crise ukrainienne, c'est-à-dire qu'il a été imposé par Washington et ses alliés européens de s'aligner à la planète entière, de s'aligner derrière leur philosophie. C'est-à-dire des sanctions contre la Russie, d'embargo contre les produits contre la Russie, alors violant ainsi le sacro-saint principe de souveraineté des États. C'est-à-dire, nous sommes là en matière de diplomatie, c'est-à-dire des relations internationales. Oui. Donc nous pensons aujourd'hui que c'est une problématique d'actualité. Lorsque je parle du néocolonialisme, c'est une problématique d'actualité qui devrait amener pas seulement les politiques, mais les universitaires, la société civile, les leaders d'opinion d'une manière générale, à réfléchir en profondeur sur cette question qui s'appelle le colonialisme. C'est vrai que dans le contexte européen, notamment français, on est toujours dans le déni. On ne vous dira jamais que
on pratique le néocolonialisme, on va vous dire que non, on pratique le partenariat. Ils ne vont jamais, mais ils au grand jamais accepter qu'ils pratiquent le néocolonialisme. Dans le contexte nigérien, parce que j'aime toujours parler, faire des analyses avec des exemples concrets. Dans le contexte, par exemple, malien et nigérien, vous avez vu le narratif. Le narratif, c'était un narratif, on ne peut plus, j'ai envie de dire, dégradant, qui refusait même à ces pays, c'est-à-dire le droit de s'exprimer, de pouvoir s'autodéterminer, absolument. C'est-à-dire, du côté du Mali, lorsque le Mali a décidé de prendre son destin en main, qu'est-ce qui a été dit? Quelle a été l'attitude de Macron? C'était de la condescendance, du mépris. Pas seulement de Macron, des gens Yves Le Drian, qui a adopté une attitude de mépris vis-à-vis des autorités maliennes. Bon, Mal lui en a pris. On a assisté au même scénario du côté du Niger, où vous avez des attitudes de condescendance, des attitudes de mépris, et même racistes. Allons dans le contexte de la crise actuelle au Proche-Orient. Lorsque l'Afrique du Sud décide de prendre ses responsabilités en saisissant la Cour internationale de justice par rapport au crime, au génocide perpétré par Israël, quelle a été l'attitude d'Israël? C'est ça les attitudes, justement, ce sont les attitudes néocoloniales. Actuellement, dans le même ordre d'idée, nous voyons clairement que le bloc occidental n'est pas sérieux sur ces questions. C'est-à-dire, d'un côté, en Russie, en Ukraine, on dit l'Ukraine doit se défendre. On lui fourgue tout et n'importe quoi pour se défendre, que ce soit en matière d'armement, en matière de matériel militaire, en matière d'argent. Alors que, parce que l'Ukraine est agressée par la Russie, selon leur narrative. Du côté du Proche-Orient, Israël a multiplié les colonies du côté de la Palestine, va jusqu'à agresser un territoire, envahir un territoire. L'attitude change. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que l'envahisseur a le droit de se défendre. Du côté de l'Ukraine, on dit que l'envahisseur, on doit combattre l'envahisseur. Vous voyez, donc nous avons un problème. C'est-à-dire sur deux problématiques différentes, vous avez des postures pratiquement différentes selon leurs intérêts. Je pense qu'aujourd'hui, Moscou s'inscrit dans la perspective d'un ordre international plus juste. Il serait question pour que ce que vous appelez le droit international ait véritablement son sens. Parce qu'aujourd'hui, dans les dynamiques actuelles néocoloniales ou néocolonialistes, nous avons le sentiment que le droit international est galvaudé, sinon il est caporalisé. Il est caporalisé, j'ai envie de dire, il est caporalisé par les plus forts. C'est-à-dire, Washington qui dit sa loi, et suivi par l'Union européenne, qui est carrément son caniche. Oui. Et du coup, les peuples les moins forts boivent la tasse. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le véritable problème. C'est un fléau auquel vraiment il faut s'attaquer. Et nous pensons, nous les panafricanistes, que nous pouvons que nous inscrire, nous aligner dans justement le projet porté par les BRICS. Parce qu'avec les BRICS, je pense qu'on aura moins de condescendance, plus de respect, mais surtout beaucoup plus de respect en matière, n'est-ce pas, du droit international. Merci Albert Anatole. Ici, Dr Yam Timba, est-ce que les stratégies de la Russie fonctionneront dans cette lutte pour la liberté des nations? On rappelle que ce forum a été initié par le parti au pouvoir en place du côté de la Russie, qui dit vouloir libérer les nations. En tout cas, le ministère des Affaires étrangères estime que les pratiques des pays de l'OTAN, les pratiques des pays de l'Occident doivent cesser, surtout sur le territoire africain. Est-ce que ces stratégies, Dr Yam Timba, sont efficaces? Venir en Afrique, peut-être apporter une aide sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'armement, sur le plan politique, un tout petit peu moins, sur le plan culturel. Est-ce que ça fonctionne, ces coopérations? La question, ce serait, que veulent les Africains? Parce qu'après, spécifiquement, parlons du néocolonialisme. Oui.
dans le domaine de l'Afrique. Je vais prendre l'exemple d'un petit pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Je n'aime pas dire l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, parce que c'est géographique. L'Amérique latine, c'est comme si on avait assimilé définitivement tout ce qui est en Amérique à l'Europe du Sud. C'est l'Amérique du Sud, ce n'est pas l'Amérique latine. Et on prend l'exemple d'un petit pays d'Amérique du Sud qui a sa manière très particulière de lutter contre le néocolonialisme chez lui. Okay. Ça s'appelle le Salvador. Au Salvador, ils ont très bien compris que le néocolonialisme chez eux s'exerçait par une présence américaine extrêmement importante, qui a donc provoqué essentiellement et entretenu un commerce de drogue très important et suscité la création de très nombreux gangs, au point qu'on a eu parfois certaines années, pour un pays qui n'a que 6 millions d'habitants, on a eu parfois certaines années jusqu'à 20 000, 10 000, 20 000 morts. Quand vous êtes 6 millions et que vous enterrez 20 000 jeunes gens parce que vous avez des gangs partout qui sont dans le commerce de la drogue, qui doit aller en Amérique du Nord, eh bien, vous comprenez que vous avez un très gros problème. Votre pays court à sa perte. Et à côté, vous avez votre économie qui est dominée essentiellement par les États-Unis au point que c'est le dollar qui remplace carrément votre propre monnaie à l'intérieur de vos frontières. Mais vous faites le lien entre ce commerce et l'omniprésence et la domination du dollar américain. Vous décidez d'y mettre fin. Et vous prenez des mesures radicales. Le président Bukele a décidé d'éradiquer les gangs au point de construire une prison de 75 000 places. Il a arrêté 74 000 membres de gangs qui sont en prison et aujourd'hui, vous pouvez circuler au Salvador. On ne circulait pas. Ensuite, pour réduire la domination du dollar, il a adopté le Bitcoin. Premier pays à faire du Bitcoin une monnaie légale. Que veulent? Voilà un pays qui dit, voici ce que nous voulons. Nous voulons arrêter la domination néocoloniale d'une puissance étrangère et nous prenons un certain nombre d'actions qui permettent de nettoyer sa présence et de reprendre la main sur notre souveraineté. C'était un premier exemple. Le deuxième, c'est de voir ce qui se passe en Afrique aujourd'hui et qui est extraordinaire. Mais la question, c'est que veulent les Africains? Parce que vous regardez ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger et en RCA, vous avez effectivement là des pays qui disent voici la voie qui nous convient. Oui. Et celle qu'on nous faisait suivre, nous n'en voulons plus. Et on va faire partir l'ONU, les Français, l'Europe, tout ce qui avait comme troupes onusiennes, françaises, européennes qui étaient stationnées dans ces pays. On va dire désormais nos matières premières, par exemple stratégiques comme l'uranium, ça ne coûtera plus comme ça. Voici ce que ça va coûter. On va dire, ok, désormais notre or, ça c'est le Niger, le Burkina va dire notre or ne sort plus. Désormais on le raffine sur place, etc. etc. Moscou ne viendra pas régler les problèmes des gens à leur place. Moscou peut aider. C'est la théorie de l'allié objectif telle que définie par Mao Tse-tung pendant la longue marche. Elle consiste en quelque chose de simple. Nous avons un objectif. Cet objectif peut correspondre à des attentes d'un pays tiers ou d'une partie tierce. Et ce pays tiers, nous pouvons donc l'approcher pour qu'il nous aide à atteindre notre objectif, sachant qu'au passage, l'atteinte de notre objectif lui permet de régler un problème auquel lui-même il est confronté. Donc, c'est du donnant-donnant. Ce n'est pas du tout de l'aide, ce n'est pas du tout de la philanthropie, c'est un partenariat. Et un partenariat contre un adversaire, un ennemi commun. Nous devons structurer cela parce que c'est la meilleure façon de garder la souveraineté des pays africains face à la Russie. Je ne dis pas que la Russie serait soupçonnée de venir faire du colonialisme en Afrique. Mais si vous laissez... Vous avez l'impression que les Africains... Les Africains risqueraient de ne pas être suffisamment rigoureux et vigilants et laisseraient
à un moment ou à un autre l'initiative à la Russie. Or, ça ne devrait pas être le cas. Les Africains devraient garder... C'est-à-dire que la Russie, c'est un allié objectif, ça ne devrait pas être aller au-delà. Et ça signifie que les Africains devraient avoir donc défini dès le départ ce qu'ils veulent, comment ils le veulent, avec qui ils le veulent, quand ils le veulent, de quelle façon ils vont le financer et de quelle manière ils voulaient que ce soit exécuté. Et tout ce qu'ils veulent là représente quelle projection de leur propre pays. Un peu comme un architecte qui s'assoit, qui conçoit un bâtiment, et qui va vous donner un devis estimatif, un devis quantitatif, une planification, les approvisionnements, d'où est-ce qu'il va s'approvisionner, qui va vous dire quelles sont les ressources humaines dont il a besoin pour exécuter le projet et pour faire l'entretien après l'exécution du projet, qui vous dira comment il va communiquer avec toutes les parties prenantes à ce projet, comment est-ce qu'il va pouvoir, quels sont les risques auxquels ce projet l'expose ou expose les parties prenantes, et il va donc identifier tous ces risques et élaborer des réponses à chacun de ces risques-là. Et à partir de là, il va vous faire une charte. Une charte qui va donc vous dire voici où on va. Et après, cette charte-là, à la fin, lorsqu'on aura achevé d'exécuter le projet, ou au fur et à mesure qu'on exécute un jalon après un autre, une phase après une autre, on tire les leçons apprises, qui vont permettre d'anticiper sur de nouveaux risques et de pouvoir aider d'autres peuples qui seraient dans la même situation. C'est un travail très structuré, un travail de management qu'il faut mener, un travail qui est d'abord un travail de vision au départ, ensuite un travail de management extrêmement rigoureux, qui permet donc que même quand votre allié objectif arrive, il sait, en fait, c'est vous qui l'intégrez parce que c'est vous qui avez imaginé votre projet. Ouais. C'est vous qui avez rédigé votre contenu. C'est vous qui savez où vous allez et vous l'intégrez simplement là où vous pensez qu'il peut être une partie prenante. Donc, le fait que beaucoup de pays africains, particulièrement ceux de l'Afrique centrale, quand vous enlevez la RCA, sont essentiellement des petits vassaux qui sont même comme tétanisés devant les puissances qui les instrumentalisent et les néocolonisent, eh bien, vous êtes quand même en droit de vous poser beaucoup de questions parce que, c'est la région la plus pauvre du monde, c'est la région la moins avancée du monde, l'Afrique centrale. 2, c'est la région qui est la seule, qui est paradoxalement celle dans laquelle vous avez le plus de voix panafricanistes et kamites qui s'élèvent à travers le monde pour dénoncer le néocolonialisme et à travers particulièrement le franc CFA de la France, pour qui s'élèvent pour dénoncer très particulièrement le néocolonialisme français à travers la dénonciation de la présence des bases militaires, l'utilisation de la langue française, et qui s'élèvent pour dénoncer la présence américaine à travers les bases américaines comme au Niger, etc. Au Cameroun, les Américains ont essayé d'installer une base militaire, ça n'a pas pris. La pression sociale, le rejet social, tout ça, ça n'a pas pris. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, le propos du gouvernement russe, c'est une main tendue. C'est signifie la disponibilité de la Russie à accompagner ce processus d'indépendance et de conquête de souveraineté dans les pays qui sont disposés à sortir du néocolonialisme. Pour le moment, nous constatons avec effroi et avec beaucoup de regrets que sur le continent, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Et nous constatons que certains ont même signé des accords militaires avec la Russie ou des accords militaires renforcés avec la Russie, mais nous ne voyons pas ces gens-là avancer. Parce que si vous avez trouvé votre allié objectif, avec lequel vous vous êtes clairement entendu dès le départ sur sa place, son action, sa responsabilité, son niveau d'implication, le niveau de ressources qu'il est autorisé à apporter et la contrepartie que vous lui apportez, parce que allié objectif veut dire que vous lui apportez une contrepartie. Et la contrepartie sur laquelle vous vous entendez, il n'y a pas de raison de clamer que vous avez signé des accords et on ne vous voit pas agir. Vous ne pouvez pas dire ça. Soit vous n'avez rien signé du tout, soit vous avez signé quelque chose qui était plus de
du niveau du principe, de l'entretien diplomatique, simplement, oui, que de quelque chose qui avait une portée opérationnelle. Et si ça n'a donc pas de portée opérationnelle, cessez de clamer haut et fort que vous avez des accords, alors, parce qu'un accord est censé être opérationnalisé. Et parce qu'à côté, on voit quand même que ceux qui sont les acteurs du néocolonialisme chez vous, eux, c'est opérationnel au jour le jour. Les APE, ça fonctionne au Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun ne perçoit pas d'impôts relativement à ça, de taxes liées à ça. Donc les Européens en profitent. Quand vous prenez des pays comme le Niger, vous constatez, ou le Burkina, le Mali, vous constatez qu'il y a un processus de remise en cause de tout cela. Ici, vous ne le voyez pas. Vous allez dans beaucoup de pays d'Afrique occidentale en général et d'Afrique de l'Est, vous avez ce problème. Vous allez dans des pays comme l'Égypte, dont on ne parle pas souvent, mais c'est un pays qui est carrément sous néocolonialisme américain. C'est un pays qui dépend, que les Américains vont toujours vous dire que c'est la meilleure armée d'Afrique, parce qu'ils mettent 3 milliards de dollars là-bas chaque année. Oui. Mais c'est normal, ils font leur publicité. Et vous voyez à quel point le néocolonialisme est néfaste. Il instrumentalise les pays dans lesquels il est actif et il réussit à créer l'illusion d'une puissance qui n'existe peut-être pas. Pourquoi je le dis? Rien ne sert de dire que vous avez la meilleure armée du continent si vous avez un pays, si vous avez finalement une population très pauvre et où vous avez des soubresauts politiques tout le temps. Parce que c'est l'une des conséquences du néocolonialisme, les tensions politiques et les tensions sociales. Et où vous allez constater que beaucoup de pays africains, ce qui les caractérise fondamentalement, je préfère parler de l'Afrique, oui, c'est que vous voyez très bien que le développement économique est bloqué. Et ce blocage du développement économique est souvent le premier indice d'un néocolonialisme évident. Et à côté de cela, vous avez une sorte ce blocage du développement économique va créer à l'intérieur du pays beaucoup de tensions sociales entre les différents groupes sociaux, va créer alors ça c'est très intéressant parce qu'on en parle beaucoup en Afrique centrale, va créer une inertie de l'appareil politique. L'appareil politique aura du mal à initier le développement, à porter le développement du peuple. Et si vous ne pouvez pas développer votre pays parce que vous êtes dans une position inertielle, à cause de laquelle vous n'avez pas d'initiative, eh bien, quelqu'un d'autre, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a de l'initiative. Parce qu'il faut une force qui arrête une force. Donc, votre force est bloquée, arrêtée par quelqu'un d'autre, qui, lui, profite donc de sa présence pour prendre ce qu'il veut bien prendre chez vous. Ça peut être les ressources humaines les mieux formées, les plus qualifiées. Et vous voyez très bien tout ce qui se passe. Dans la plupart de nos pays, il y a un exode extrêmement important, une émigration massive de gens formés qui auraient dû être là pour construire nos pays, mais ces gens-là partent tous les jours. Vous avez, cela accentue la dépendance économique par le fait que dans ces pays, il n'y a pas d'investissement public. L'un des indices les plus importants du néocolonialisme, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'investissement public. Or, que signifie un investissement public? C'est essentiellement les infrastructures, oui, c'est essentiellement les industries de transformation, les industries minières, tout ce qui est lourd et qui permet donc de créer quelque chose qu'on appelle en économie l'accumulation primitive. C'est-à-dire que vous prenez le contrôle de toutes les activités qui génèrent quotidiennement des revenus. C'est cette génération quotidienne de revenus qui permet à l'État d'avoir de la trésorerie qui va lui permettre donc de financer un certain nombre de choses. Et vous allez voir que certains de ces pays qui sont sous néocolonialisme vont par exemple s'endetter pour payer des salaires. Non! Pendant ce temps, il y a quand même la téléphonie mobile qui fonctionne, les aéroports qui fonctionnent, les ports qui fonctionnent, parfois même le rail, les routes, autoroutes qui fonctionnent, mais qui génèrent de l'argent au quotidien. Mais pour quelle raison ces États ne contrôlent pas ces secteurs vitaux, ces secteurs liquides? Parce que c'est des pays sous néocolonialisme et que ce doivent être d'autres qui, du fait de la dépendance économique qu'ils créent, profitent donc de ce système. Et les tensions sociales, c'est l'État néocolonisé qui, lui, doit gérer ça. Or, ça génère donc les crises que vous avez dans tous nos pays. Et je crois que c'est là où vous devrez avoir un leadership politique au pouvoir ou d'opposition
qui viennent donc discuter avec identifier des alliés objectifs, discuter avec eux, avec un plan sérieux, souverain, de reconquête de la souveraineté et de l'indépendance du pays pour pouvoir y arriver. Et Moscou, qui aujourd'hui dit « je suis disposé à aider de tels processus », ça va vous étonner, mais il ne trouve pas beaucoup de candidats bien structurés, bien organisés, déterminés, avec un projet social, politique sérieux sur le continent. Nous espérons que le programme 10 000 élus panafricanistes d'ici 2030 va aider les Africains à mieux s'organiser pour structurer ça. De toute façon, ce que nous venons de projeter permet à ceux qui sont des hommes politiques, qui sont dans cette dynamique et dans cette perspective, de capter ce qui est attendu d'eux et quelle est, dans cette théorie de l'allié objectif, comment il faut s'organiser. L'allié objectif Moscou estime que les nouvelles pratiques modernes du néocolonialisme consistent à faire semblant de trouver des solutions à des problèmes qui ont été au préalable créés sur les différents territoires. Albert Anatole a ici, s'il n'y a pas d'hommes capables de porter des projets qui puissent être aidés par la Russie, qu'est-ce qu'on fait finalement face à cette inertie politique, peut-être, on va appeler ça comme ça, mais ça c'est un autre volet de la question. Alors Albert Anatole, ici il y a plusieurs populations qui manifestent dans les pays avec des drapeaux russes, par exemple. Entre-temps, il y a des chefs d'État ou encore des dirigeants qui, la plupart du temps, se justifient chaque fois qu'ils sont en rapport ou alors en relation avec la Russie, comme s'ils tentaient de ne pas perdre un partenaire traditionnel qui pourrait critiquer une nouvelle politique. Pensez-vous que cette volonté de liberté, de libérer les nations africaines ou encore ailleurs évidemment, puisse réellement s'implémenter avec des personnes qui veulent garder l'argent du beurre et le beurre en même temps? Déjà, il faut faire très attention, faire la différence entre ce que nous appelons les infiltrés, Oui. qui ont l'impression d'être dans la dynamique révolutionnaire, mais qui ne le sont pas. Okay. Et il faut également faire la différence entre des véritables révolutionnaires, un peu comme ce que nous voyons du côté la plus centrafricaine, du côté du Mali, Burkina Faso, au Niger. Il faut également faire attention avec les chauves-souris, parce qu'il y en a plein parmi nous. C'est-à-dire, en fait, le discours, et c'est cette dernière catégorie qui est la plus dangereuse. C'est-à-dire qu'en réalité, le combat, les problématiques que nous portons, c'est les arrange dès lors que nous ne ferons pas les véritables les problématiques qui les intéressent eux, ou bien qui les engagent. Oui, et c'est pour eux, nous sommes un monde de distraction. Et je crois que très souvent, vous avez certains téléspectateurs, ou bien certains internautes vous ont interpellé quant à savoir pourquoi est-ce que vous n'abordez jamais les problèmes du Cameroun et vous parlez seulement des problèmes de tel pays. Non. Bon, il y en a qui pensent donc que normalement, nous ne sommes pas dans la capacité, nous sommes dans l'impossibilité d'aborder les problèmes camerounais. C'est ça qui est la question. Maintenant, revenons un peu en arrière pour dire quoi. Je pense que le changement de paradigme passe d'abord par le renouvellement de la classe politique. C'est pas d'abord par là. Et le renouvellement de la classe politique qui doit avoir une vision, une idéologie. Parce que j'ai l'habitude de le dire, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit des partis au pouvoir, tout homme politique sur le continent africain a un parent politique à Washington, un parent politique en France, un parent politique à Genève, un parent politique à Bruxelles. C'est comme ça. Et vous ne pouvez pas vous engager dans une dynamique de changement avec un de tels personnels politiques. Et il nous faut donc faire ce que nous faisons chaque matin, c'est-à-dire la conscientisation, la formation et l'information. Pourquoi on y arrive là? Il est témoin, n'est-ce pas, de ces débuts de combat, que lorsqu'on commençait ce combat, il y en a qui nous appelaient les aboyeurs du dimanche. Les aboyeurs. Les aboyeurs. Bon, aujourd'hui, je crois qu'avec les résultats, avec les victoires d'étapes que nous engrangeons, vous voyez, on nous parle des néo-panafricanistes. Je ne sais pas ce que c'est, les néo-panafricanistes. Bon, bref, on nous parle de tout et n'importe quoi. Tout le monde est devenu panafricaniste parce que c'est devenu un filon. Nous pensons donc que même si nous avons le privilège d'avoir un allié objectif comme la Russie, entre autres, parce que nous en avons d'autres, comme la Corée du Nord,
comme par exemple l'Iran pour certains pays, l'Inde pour d'autres, eh bien, il faut d'abord que nous sachions ce que nous voulons. Et ça, c'est le problème de fond. Très souvent, dans les rencontres internationales, vous allez constater que l'Afrique va en rang dispersé. Il n'y a pas de convergence d'intérêts, il n'y a pas de convergence de vues, il n'y a pas de convergence, il n'y a pas un discours convergent. C'est-à-dire c'est chaque pays qui tient son narratif, qui a ses besoins, qui a ses problèmes. Qui parle de ses propres problèmes. Voilà. Oui. Or, ça devrait, s'il y avait ce que nous avons appelé l'unité politique du continent africain, nous partirons dans les rencontres internationales avec une convergence de vues, avec une convergence, n'est-ce pas, d'intérêts, entre autres. Malheureusement, c'est la cacophonie. Vous en avez sur le continent africain, des France-Africains. C'est la plupart de ces gens-là qui sont encore aux affaires là. Et avec vous, il ne faut rien attendre d'eux. Parce qu'ils protègent, ils sont là pour préserver les intérêts. Non pas des États qui dirigent, mais ils sont là ils travaillent pour les intérêts d'autres États. La preuve, la plupart de nos dirigeants sont des binationaux. Je suis désolé de vous le dire. La plupart de ceux qui nous dirigent sont des binationaux. Ils ont au moins ils sont au moins citoyens de moins de 3 pays. Ça veut dire qu'en réalité, ils peuvent laisser piller le pays ou bien piller le pays, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne sont pas concernés. Je crois que, et là, ça pose un problème réel. Okay. Et je crois que, à la suite, n'est-ce pas, du néocolonialisme évoqué par Moscou dans le forum qui se déroule jusqu'au 17 février prochain, il faut mettre également en perspective une autre problématique, l'endocolonial, qui sont les relais des néocolonialistes. Pourquoi? Parce que le colon part, mais il ne part pas parce qu'il y a ces relais locaux. C'est ça que nous appelons les endocolons. Okay. Et ça aussi, notre problématique, il faut mettre en perspective très souvent. Nous l'avons vu dans le contexte camerounais, par exemple, nous l'avons vu cela dans le cadre de la nationalisation de l'exploitation du terminal à conteneurs, où vous avez clairement vu la position de certains Camerounais prendre fait et cause pour les intérêts d'une société étrangère prédatrice. Et vous avez d'autres, nombreux, heureusement, qui ont soutenu la nationalisation, n'est-ce pas, du terminal à conteneurs. Donc je pense que c'est la même situation ailleurs. Tout à l'heure, ça a été brillamment dit par Yamtimba, à savoir que les indicateurs, ce qu'il appelle les indicateurs de nos colonies, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on vous perfuse avec ce qu'ils appellent l'aide publique au développement. On vous perfuse avec ce qu'ils appellent les appuis budgétaires. Ils vous perfusent avec les dettes, c'est-à-dire les financements du FMI, la Banque mondiale. Alors, ils ne vous donnent pas la possibilité de vous autodéterminer, que ce soit du point de vue monétaire, que ce soit du point de vue économique, du point de vue politique. C'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes un éternel assisté. Et ça, c'est un gros problème. C'est ça voilà dans les visages du néocolonialisme. Dès lors que vous donnez la possibilité, vous montrez, j'ai envie de dire, les velléités d'émancipation, qu'est-ce qu'on fait? On vous sort des sanctions. On vous crée des conflits armés à l'intérieur du pays. Oui. On vous crée du grabuge. Puis vous devenez un très mauvais modèle. Vous devenez un autocrate. C'est-à-dire que, parce que vous avez pris sur vous, n'est-ce pas, la responsabilité de réécrire l'histoire. Pas celle avec l'union des autres, mais avec vos propres lunettes. Donc, nous pensons aujourd'hui que, oui, les alliés objectifs, mais il est important déjà que nous puissions d'abord, au travers de nos pays, procéder au renouvellement de la classe politique, former le personnel politique. C'est important parce qu'aujourd'hui, la plupart, dans le contexte camerounais par exemple, vous avez des gens qui, avant l'élection de 2018, ont fait le tour du monde à la recherche, n'est-ce pas, des soutiens. Pourquoi? Mais ils vous disent qu'ils sont portés du changement. N'est-ce pas? Ils vous disent qu'ils sont portés du changement. Mais ils font le tour de la terre entière, Washington, Paris. Bruxelles, Genève, Royaume-Uni, à la recherche de quoi? À la recherche des soutiens. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent être dans la dynamique de rupture, de changement, mais le changement de la continuité. C'est-à-dire, pas d'un système, mais pas d'un système, parce que, notre problème, c'est le système.
notre problème, c'est le système france-africain. Prédateur, corrompu, insolent, condescendant, n'est-ce pas? Donc, je pense, notre problème, c'est ce système. Or, la plupart ne vont jamais vous tenir des propos, je vous dis, ne vont jamais vous donner une position claire sur les problématiques que nous portons, qui doivent justement apporter ce changement, c'est-à-dire l'opposition sur le franc CFA, l'opposition sur l'homosexualité, l'opposition sur la souveraineté économique, sur la souveraineté politique. Mais il y a plein de trucs comme ça. Donc nous pensons aujourd'hui que il faut donc renouveler le personnel politique, former certains, parce que en fait, de quoi s'agit-il? C'est une question de leadership, comme disait Kwame Nkrumah. Une question de leadership, Dr Yamtimba. Eh bien, la Russie veut bien faire, la Russie veut peut-être pas s'ériger en sauveur du monde, mais à ses propres intérêts, puisque Moscou avait déclaré que pour abattre ces Occidentaux, il suffit tout simplement de libérer les pays africains. On constate, Dr Yamtimba, que les populations, les peuples africains sont déterminés, eux, à sortir de ce néocolonialisme, mais non personne a suscité justement pour les sauver. On en parlait déjà hier lorsqu'on parlait de la République démocratique du Congo, où certains estiment que le leadership actuel ne permet pas de se libérer. On en parlera certainement tout à l'heure dans la deuxième thématique, mais à partir de ce moment-là, Dr Yamtimba, les populations vont finir par croire qu'il faudrait que la Russie se déplace de la Russie pour venir en Afrique et complètement sauver, puisqu'on ne parle que des pays africains. Je crois qu'il faudrait que nous évitions le langage religieux, surtout le langage chrétien, parce qu'il est à la fois équivoque et de tristes souvenirs. Très triste, parce que lorsque Denis Mukwege parle de l'industrie du viol, c'est cela que l'Église catholique nous rappelle pour nous autres Africains, le fameux Siksa, où on enfermait les adolescents de 12 à 15-16 ans, et on disait que le prêtre leur apprenait à devenir des épouses. Sauf que le prêtre n'était pas marié, donc ne connaissait rien du mariage, et que s'il faut apprendre aux gens à devenir des épouses, ce sont des épouses qui doivent passer leur expérience à de jeunes femmes, pas un homme. Donc le droit de cuissage qu'on avait organisé ici en Afrique, vraiment, quand on utilise le langage qui se réfère à cet univers-là, ça nous dérange parce que c'est des souvenirs extrêmement douloureux de savoir que des millions de nos grands-mères et arrière-grands-mères ont été purement et simplement violées dans ces paroisses-là. Dans les couvents. Des couvents, les paroisses et tout ça. Donc, ce n'est pas ce langage que nous utilisons, parce qu'en politique, ce langage ne signifie pas grand-chose. Effectivement, le problème des peuples africains aujourd'hui, c'est la qualité du leadership. L'une des choses qu'on a cassées pour qu'il n'y ait plus de Oumniobe, de Lumumba, de Kwame Nkrumah, etc., c'était l'éducation. Parce que les leaders de cette trempe, comme il n'y a pas de messianisme chez nous, nous savons dans l'histoire de l'Afrique que ces leaders-là se fabriquent. On les fabrique. C'est-à-dire qu'on décide qu'il va y avoir un Oumniobe au Cameroun, on le fabrique de nouveau, un nouvel Oumniobe, on le fabrique. On va le fabriquer. Mais il y a tout un processus qui permet de fabriquer un tel leader. C'est le processus de l'éducation. Mais l'éducation, ce n'est pas que la salle de classe. L'éducation, c'est aussi ce que... C'est ce qu'on fait chaque matin, là, mais c'est aussi ce que nos grands-pères savaient faire. Parce que si aujourd'hui, vous faites asseoir la plupart de nos jeunes gens en Afrique qui ont moins de 40 ans, je suis sûr qu'ils ne sont pas très nombreux à être capables de vous citer 10 arbres de notre environnement. 10 arbres. Mais quand un Africain dit 10 arbres, mais ce n'est pas le tronc là, du tronc qu'il vous parle. Il vous parle de ce que les 10 arbres peuvent, à quoi ça peut servir. Ils ne peuvent pas. Vous leur demandez de vous citer 10 minéraux. Je ne suis pas sûr qu'ils sont capables de vous citer 10 minéraux. Ce n'est pas des minéraux seulement, le nom qu'on parle. Mais à quoi ça peut... On parle de quoi? De ce à quoi ça sert. Je peux parler des animaux, je peux parler, etc. Je peux parler des variations de la température.
Ils ne sont pas nombreux à pouvoir vous nommer les variations de la température. Or, tout ça, ça sert à quelque chose. C'est comme ça qu'on fabrique des Oumyové, des Lumumba, etc. Les techniques de rhétorique africaine, je dis bien, les techniques de rhétorique africaine, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens de moins de 50 ans qui les connaissent. Mais c'est ça qui faisait que quand Lumumba ouvrait la bouche, ça embrasait le Congo. Quand Oumyové ouvrait la bouche, ça embrasait le Cameroun. On peut les fabriquer, il y a des techniques pour les fabriquer, mais il faut des gens de qualité pour former des hommes de qualité. Si vous n'êtes pas des hommes de qualité, vous ne pouvez pas fabriquer des hommes de qualité. Et le néocolonialisme, l'une des choses sur lesquelles il joue le plus, c'est la destruction du système de transmission des connaissances. Transmission des savoirs et des savoir-faire. Pourquoi ? Parce que dès qu'on a détruit ce système-là, on détruit la capacité à construire des leaders. Et vous avez donc aujourd'hui des espaces administratifs qu'on appelle des pays. Ces espaces administratifs ont essentiellement des comptables matières, ont essentiellement des exécutants qui occupent, qui sont quand même sur une hiérarchie, mais qui n'ont aucune initiative. Je vous prendrai un exemple. Dites-moi quelle est l'initiative souverainiste qui a été prise dans la plupart des pays d'Afrique centrale. Vous n'en verrez pas. Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, c'est maintenant qu'on en voit. Il y a eu l'intervalle Sankara. Après, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Dans les années 70, 80, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Dans les années 50, 60, on a vu de très grandes choses. On a vu les Nkrumah, qui a défini scientifiquement le néocolonialisme. On a vu les Gilles Christ Olympio, on a vu les Modibo Keïta, on a vu les Séni Kountché, les Amani Diori, etc., mais après, on n'a pas vu beaucoup de monde. Les Amilcar Cabral, comment fais-je pour l'oublier? On a même eu quelqu'un que les Africains ne connaissent plus beaucoup, mais parce que ses descendants, malheureusement, ont dressé leur pays contre le reste de l'Afrique. Mohamed V, le père de Hassan II. Ça, c'était un grand monsieur. On a vu les Ben Bella, on a vu les Nasser. Mais vous oubliez Jesse Rawlings. Non, en fait, au fur et à mesure, les noms me viennent. Les Jerry Rawlings. Oui. On a vu les Mandela, on a vu les Stingop, le président namibien qui avait conquis l'indépendance de la Namibie. On a vu les Samora Machel, les Jomo Kenyatta. Le problème de l'Afrique... Vous oubliez le deuxième Kadhafi. Je dis les noms, les Kadhafi, tout ça. C'est-à-dire que les Boganda, les Boganda, etc. Le problème, c'est que l'Afrique a perdu les techniques par lesquelles on fabriquait ce genre de personnalité. Nous ne sommes pas dans un monde messianique où on pense qu'il y a un prophète qui va arriver, un messie qui va se surgir. On ne connaît pas ça en Afrique. En Afrique, on vous forge, on vous fabrique, parce qu'on sait que vous pouvez, parce qu'on vous prépare. C'est une question de puissance, c'est une question... Et c'est pour ça que vous voyez, même dans notre lexique aujourd'hui, dans le monde politique, nos hommes politiques ne parlent pas de puissance. Parce qu'ils ne savent plus ce que c'est. Ça fait une éternité qu'ils n'ont pas vu un vrai homme puissant. Quand ils en ont vu un, c'était l'ennemi de leur patron, néocolonialiste, dont ils n'ont pas vu la puissance de ce monsieur. Ce qu'ils ont vu, c'est un ennemi. Bon, évidemment, vous ne pouvez pas reconnaître quelque chose que vous ne connaissez pas. Oui. Comme ils ne connaissent pas cette chose, ils ne la reconnaissent pas. Alors que, traditionnellement, on la reconnaissait parce qu'on l'avait fabriquée. C'est parce qu'on l'a fabriquée qu'on la connaît. Et donc, quand quelqu'un d'autre la fabrique chez lui, on reconnaît ce qu'il a fabriqué. Aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est que l'Afrique doit reconstruire de grands hommes, doit fabriquer de grands hommes. Ou que ceux qui sont conscients aujourd'hui doivent devenir de grands hommes. Et je crois que, contrairement à ce qu'on croit, ils sont très nombreux qui sont en train de se construire dans ce sens-là. Et les 10 000 élus panafricanistes, ce mouvement que lance l'association Keper depuis l'année dernière et qui progressivement est en train de se structurer à travers l'Afrique,
Vous allez le voir dans les élections de différents pays qui sont en cours cette année, l'année prochaine et les années suivantes. Vous verrez de plus en plus de panafricanistes arriver aux affaires. J'ai hâte de voir des gens comme Albert Anatola ici être député dans un pays comme le Cameroun. Pourquoi pas un président? Je commence quelque part, là où on fait les lois. Je commence par là. Et j'ai hâte de voir des gens comme lui diriger l'Afrique, diriger les pays africains, parce que quand ils feront les lois, les adopteront, c'est eux qui les promulgueront. Des gens qui ne sont pas dans cette dynamique-là, qui n'ont pas été construits, fabriqués comme ça, ne peuvent pas adopter ou promulguer les lois qui vont dans le sens de ce que nous disons ici. Donc, j'attends que des gens comme Albert Anatola ici soient des députés, soit des présidents de la République, soit également, même aussi, à des niveaux inférieurs comme les conseils municipaux et les conseils régionaux, parce que c'est tout cela qui va porter toute une dynamique de transformation de l'Afrique. Et je voudrais dire, quoi que dise Moscou, quoi que pense Moscou, quoi que propose Moscou, tant que nous ne serons pas organisés pour profiter de cette opportunité, ça ne nous servira à rien. L'Afrique ne peut se sortir du néocolonialisme que si aujourd'hui, n'allez pas croire, hein, les gens ont tendance à croire qu'il n'y a que l'Afrique où on parle le français, utilise le téléphone, et utilise le franc CFA qui est sous néocolonialisme. Je rappelle que quand Kwame Nkrumah en parlait, c'était davantage en regardant son propre environnement. Tous ces pays, vous allez dans des pays comme... vous voyez tout le combat de Julius Malema en Afrique du Sud, vous voyez tout le problème, tout ce par quoi Mugabe a dû lutter toute sa vie, vous voyez la RDC dans sa situation actuelle, le Rwanda, et même des pays comme la Tanzanie et le Kenya, l'Éthiopie, tous ces pays luttent contre le néocolonialisme. Il n'y a pas un seul pays africain, mais vous avez des pays où le néocolonialisme est tellement flagrant. Le Maroc, pays néocolonialisés, vous avez l'Égypte, vous avez les pays comme le Nigeria qui a un sérieux problème avec ça. Le Ghana actuel est retombé là-dessus après les Jerry Rawlings. Donc, je n'ose pas vous parler des pays comme la Côte d'Ivoire, faut même pas, c'est les exemples aboutis, le Cameroun, c'est les exemples aboutis du néocolonialisme. Les Gabon, il ne faut même pas parler de ça. Mais il faut que l'Afrique sorte de là. Il faut qu'il y ait des hommes qui construisent au minimum, première étape, des grands ensembles en Afrique. C'est pour ça que la dynamique de l'AES est très intéressante. Le Burkina tout seul, le Mali tout seul, le Niger tout seul, ça n'aurait pas eu l'impact que ça a aujourd'hui. Ça n'aurait pas d'effet d'entraînement. Or, vous avez là 3 pays, peut-être qu'ils seront rejoints bientôt par le Sénégal et par le Togo et le Bénin, qui sont probablement les pays qui pourraient très rapidement... Et d'autres pays d'Afrique centrale, peut-être qui pourraient les rejoindre. Et vous constituez ces grands ensembles-là, ça a beaucoup plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les pays qui sont les pays néocolonialistes comme la France ne peut pas parler à un pays comme l'AES. Si vous avez l'État fédéral de l'AES, la France ne peut pas lui parler. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. La France a l'arme atomique, ils ne l'ont pas encore qu'ils vont construire des centrales nucléaires. Civiles d'abord, mais après on sait ce que ça veut dire. Mais les pays de cette taille ont une puissance, ont une importance qui amène tous les autres pays dans le monde à faire attention. C'est pour ça que nous appelons de tous nos voeux au moins la constitution d'un État, les États-Unis d'Afrique centrale, dans les limites de la CEMAC, au moins, mais de façon optimale, selon le projet qui est en cours de fusion CEMAC-CEEAC, aux dimensions de la CEEAC. Parce que, mais là, vous avez une guerre entre 2 membres, le Rwanda et la RDC. C'est très bizarre. Donc, si vous faites au moins aux dimensions de la CEMAC, vous avez 3 millions de kilomètres carrés, vous avez 70 millions d'habitants. D'accord. Ça devient un pays extrêmement important avec lequel parler ça situe les débats à un autre niveau et dans un autre contexte. Donc, le néocolonialisme ne peut finir en Afrique que de cette façon parce que les Africains doivent toujours se souvenir d'une chose. Nous avons été défaits ensemble. Nous allons nous relever ensemble ou nous ne nous relèverons jamais. Merci. Oui, je me voudrais, avec votre permission, allez-y, ajouter à sa suite que on ne peut pas efficacement
combattre contre le néocolonialisme sans combattre ces relais locaux. Il est important de le faire. Ben, c'est clair. Parce que vous avez les ennemis extérieurs et vous en avez des ennemis intérieurs. Et ce sont les plus dangereux. Dans le contexte historique, nos héros ont été assassinés par la main de leurs compatriotes, de ceux qui... Dans le cas du Cameroun, voilà. pas du tout. Moi, je dis pas dans En dehors de Wagné. Non, je disais simplement, dans ce contexte général, au Cameroun, Oumniobé a été assassiné par les Français. Il a été trahi et assassiné. Il a été trahi par son compatriote, son camarade, ce qui est dit. Non. Il faut laisser les histoires, les contes et légendes de soirée. Oumniobé a été arrêté par l'armée française, tué par l'armée française et jeté là-bas. L'histoire qu'on a voulu faire passer, c'est qu'il a été trahi par un de ses camarades, quelqu'un qui dit je m'en vais faire pipi, des conneries comme ça. On peut voir faire pipi lorsqu'on est en guerre. Et pour créer les problèmes entre les Africains, ah non, c'est un soldat tchadien qui l'a tué. Non. Le soldat tchadien était où là pour le tuer? Et donc, Moumié, c'est quand même un de leurs qu'il a assassiné à Genève. Tout à fait. Donc nous devons remettre les choses dans ce qu'ils sont réellement, parce que le narratif contre le néocolonialisme, c'est aussi la restauration de l'histoire réelle. Alors je dis que pour combattre efficacement le néocolonialisme, nous devons également combattre ces relais locaux. Oui. Ça, c'est important. C'est vrai. Parce que ce sont les plus nocifs, les plus dangereux, les ennemis intérieurs. Donc, je crois que... Et les ennemis intérieurs ont tué Wandji. Ah, tout à fait. Donc, ça, c'est important de le préciser. Je crois que ce que nous faisons tous les matins, ça conscientise, n'est-ce pas, pas seulement les Africains, mais également d'autres personnes, d'autres populations ailleurs. Ce qui est important, tout à l'heure, je l'ai indiqué, il nous faut renouveler le personnel politique qui aura une autre philosophie, une autre idéologie que l'idéologie des jouisseurs que la plupart portent, n'est-ce pas? Parce que ces personnels politiques apportent, n'est-ce pas, en lui, que... Absolument, c'est bien évidemment ça. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie, sortis après plusieurs siècles d'esclavage, de colonisation et de néocolonialisme, mais quand même, ça veut dire que nous avançons. Merci chers messieurs pour vos analyses sur cette première thématique, notamment la lutte contre le néocolonialisme, enclenchée une fois de plus par Moscou. Plusieurs pays sont représentés là-bas, notamment 70 pratiquement. Certains chefs d'État et représentants y sont déjà et nous suivrons évidemment cette actualité sur For You Media Africa. On prend une courte transition, on revient juste après pour terminer avec notre thématique, la deuxième. Merci, vous êtes toujours sur For You Media Africa, sur nos différentes plateformes, mais également sur vos téléviseurs, sans oublier que vous nous écoutez à travers la 96.3 FM, For You Radio, la radio panafricaine. Nous parlons à présent de l'actualité en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni il y a de cela 2 jours. Les membres ont décidé de condamner, je cite, l'offensive du M23 du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais après cette condamnation, que fait-on? Albert Anatole, ici, je commence avec vous. Les membres de ce Conseil de sécurité de l'ONU ont décidé que l'ONU restait présente et était disposée à aider la République démocratique du Congo à lutter contre le M23 et a également rappelé comment ces actes étaient affreux pour les populations et tout ce qui va avec. On rappelle que des manifestations ont lieu en RDC depuis pratiquement le 8 février dernier. Ces manifestations demandent à l'ONU, mais également à l'Europe, aux États-Unis et tous ces autres pays occidentaux de se manifester dans cette lutte contre le M23, mais également de condamner le pays voisin qu'est le Rwanda. Après cette condamnation des actes du M23, qu'est-ce qu'on fait ? Ou alors, qu'est-ce que ça vaut? Écoutez, déjà, il faut noter que depuis quelques jours, les populations demandent une fois de plus le départ de la MONUSCO. Elles manifestent, tout en demandant également la fermeture et le départ des forces étrangères qui s'y trouvent, parce que le résultat ne suit pas.
Et même des ambassades. Il y a eu les attaques contre les ambassades étrangères. Ça veut tout simplement dire que la colère est grandissante, la révolte va grandissante. Maintenant, pour revenir à la thématique proprement dite, alors, que valent les condamnations de l'ONU, qui a une force sur place, la MONUSCO, depuis bientôt 30 ans? Effectivement. Alors, nous ne sommes pas là pour la parole. Vous avez non seulement le M23 qui est sur le terrain, vous avez également l'État islamique qui est en train de s'infiltrer de ce côté, entre autres groupes armés. Mais pendant ce temps, vous avez l'embargo, n'est-ce pas, de l'ONU contre l'armée congolaise en ce qui concerne les armes stratégiques, c'est-à-dire les armes lourdes. C'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'un pays qui est en guerre, dont la sécurité est menacée, soit sous embargo des armes stratégiques. Je crois que pour une fois, l'ONU devrait se taire. Deuxième chose, je voudrais indiquer que, en fait, on est mieux protégé que par soi-même. Ça, je ne le dirai jamais assez. On est mieux protégé que par soi-même. Et là, ça trahit la mauvaise politique en matière de défense et sécuritaire des prédécesseurs de Tshisekedi et même sa propre politique. Parce que j'ai le sentiment qu'il passe plus le temps à pleurnicher qu'à chercher à trouver des véritables solutions. Parce qu'il passe plus le temps à trouver les coupables, les responsables, qu'à trouver des solutions endogènes. Et c'est ça le problème. Quand vous êtes un chef d'État, vous avez l'obligation, le devoir d'assurer l'intégrité de votre territoire. Vous avez la responsabilité d'assurer la sécurité de vos populations et de leurs biens. Pas à pleurnicher. Au meilleur des cas, ils pourraient aller chercher des partenaires ailleurs, par exemple comme en Russie. Au lieu de chercher des solutions, des solutions palliatives autour du côté de l'Afrique australe, comme avec le Kenya, ça a été contre-productif. L'armée kenyane a été dans l'obligation de s'en aller parce que les lutteurs ne suivaient pas. Et puis, le terrain, le Congo, c'est un pays vaste. Un pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés, quand même, c'est énorme. L'État n'est pas présent partout. Ça, c'est la principale faiblesse. L'État n'est pas présent partout. Nous pensions qu'avec la nomination des gouverneurs entreillis dans les diverses provinces du pays, c'était une solution. Mais tous les jours, nous apprenons qu'il y a les déplacés internes, près de 8 millions bientôt, de déplacés internes, c'est énorme. Les viols, les cas de viol, les cas d'exertion, des exécutions sommaires. Donc, l'ONU a échoué déjà du côté de la République démocratique du Congo, dont l'ONU devrait se taire. Elle a été plus un problème qu'une solution de ce côté. Par contre, nous pensons aujourd'hui que pour venir à bout de la situation sécuritaire qui va dégradant au jour le jour du côté de la République démocratique du Congo, il faut deux choses. La première, je pense qu'il faut trouver une solution au niveau de l'Union. Si l'Union africaine peut servir à quelque chose, voilà donc. Voilà donc un dossier qui peut intéresser l'Union africaine. Parce que très souvent, l'Union africaine n'est pas présente là où elle est attendue. Depuis plusieurs décennies bientôt, la République démocratique du Congo est confrontée à l'insécurité. Or, il me semble que l'Union africaine n'est pas qu'une organisation politique. Elle a quand même vocation à trouver des solutions en matière de sécurité. On n'a pas beaucoup entendu savoir sur cette question. Deuxième alternative, il me semble, c'est qu'il faut qu'il y ait une solution interne. J'avais suggéré ça plusieurs fois sur ce plateau, à savoir qu'il faut que le gouvernement congolais s'engage dans une campagne d'enrôlement des Congolais, parce qu'il n'y a que les Congolais pour assurer la sécurité. Ça ne viendra jamais de l'extérieur. Les forces de préposition de métier de la paix viennent faire du business. Ce n'est pas pour trouver des solutions. La preuve, nous avons souvent entendu, nous avons souvent suivi des papiers de ce côté-là où les populations vous disent clairement qu'elles ont été attaquées par des groupes armés en présence des soldats de l'ONU, des casques bleus de l'ONU. Alors finalement, vous vous demandez quelle est leur mission sur place. Et ils vont vous dire que non, leur mandat ne se limite à telle mission et non en fait telle ou telle chose. Troisième chose, il faut donc déjà lever l'embargo qui n'est-ce pas, sur les armes stratégiques. Parce que vous ne pouvez pas demander à un pays dont l'armée n'est pas assez efficiente et efficace d'être
j'ai envie de dire, efficace sur le front de guerre asymétrique, parce qu'il s'agit d'une guerre asymétrique, alors que il est sous embargo des armes. Donc il faut trouver des solutions à ce niveau. Du point de vue, je ne suis pas souvent très porté sur des solutions exogènes pour résoudre le problème endogène. Oui. Mais dans le contexte actuel, il faut que Tshisekedi prenne ses responsabilités. Pourquoi il ne sollicite pas, comme la plupart des pays, la Russie pour l'aider à résoudre cette équation finalement à plusieurs inconnus de l'insécurité. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, vous avez l'Ouganda qui servent de base ailleurs désormais, le Rwanda, semble-t-il, qui a requis les services des soldats ukrainiens qui sont de ce côté-là en cas d'attaque, en cas d'une attaque d'une armée étrangère. Vous avez le Burundi qui également joue, n'est-ce pas, le mauvais jeu contre, n'est-ce pas, les populations congolaises. Finalement, dans la République démocratique du Congo est mal entourée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à pleurnicher ou à externaliser le conflit? Non, on doit pouvoir trouver des solutions. Et les solutions, ce n'est pas l'ONU. Les solutions, c'est en Afrique, c'est au Congo. Merci Albert Anatole. Ici, docteur Yamtimba, hier déjà, on posait la problématique d'un partenariat Russie-RDC pour résoudre la crise dans l'est du pays. Vous n'étiez pas très partant pour cette solution. Peut-être un commentaire là-dessus avant de répondre à cette question. Comment comprendre qu'à un moment où les populations sont en train de manifester et demander à ce que la sécurité soit restaurée dans l'est du pays, la MONUSCO, dont on demande le départ, s'érige cette fois-ci en victime et crie au crime de guerre. D'ailleurs par la chef Bintou Keïta de la MONUSCO sur le territoire congolais. Est-ce que le président est faible? Si le président est faible, si il n'a pas l'autorité suffisante pour organiser son pays, les choses se passent comme ça. Il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir dans d'autres pays qui ont fait partir la MINUSMA en moins de temps que ça. Oui. Il est là depuis plus de 5 ans et puis la MONUSCO est toujours là. Il n'y a quelques mois que cette décision de faire partir la MONUSCO a été prise. Parce qu'on sait qu'elles sont ses parrains. Les gens de la MONUSCO et ses parrains, c'est les mêmes gens. Faut pas. C'est ça le problème qu'on a à RDC. Le problème de la RDC, c'est celui-là. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, c'était hier, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a plus de Lumumba. Il n'y a plus de Lumumba. À partir du moment où il n'y a plus de Lumumba, on ne demande pas aux gens de faire la même coiffure que Lumumba et porter les mêmes lunettes. Mais on leur demande d'adopter l'esprit de Lumumba, c'est-à-dire une souveraineté intransigeante de la RDC. Là, tout à l'heure, Albert, toi ici parlait de l'Union africaine. Oublions l'Union africaine, parce que l'Union africaine ne peut pas s'opposer à l'Union européenne, c'est-à-dire au bloc atlantiste, puisque sur 650 millions de budget, les pays africains n'arrivent qu'à trouver 250 millions de dollars, et le reste, c'est l'Union européenne et différents pays, l'Union européenne essentiellement et d'autres pays qui financent. C'est la main qui donne, qui ordonne. Donc, l'Union africaine ne peut pas se dresser contre les intérêts de ceux qui permettent à ces hauts cadres de porter les costumes et de se balader à travers le monde en jet privé et de descendre dans les plus beaux hôtels. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc, il faut l'oublier. Maintenant, comment peut-on avoir 8 millions de déplacés internes et ne pas en faire une armée? Dans le cas de la RDC, parce que vous êtes attaqué par un pays étranger. Comment vous ne pouvez pas faire de ces gens-là une armée? Il y a un gros problème de gestion de ce pays-là. Vous avez l'ONU. Bon, alors l'ONU. Vous connaissez ma position sur l'ONU par rapport à ces histoires de MINUSMA, MINUSCA, MONUSCO, etc. MONUSI. D'ailleurs, il n'y a qu'en Afrique que ces machins-là pullulent. La RDC est membre de l'ONU. La RDC a un problème et a besoin de l'assistance de l'ONU. Mais l'ONU ne va pas venir créer un commandement militaire à l'intérieur d'un pays, ce qui de facto crée un bicéphalisme militaire dans le pays. C'est-à-dire que vous avez le commandant en chef de l'armée nationale et vous avez un commandant en chef de l'armée de l'ONU.
dans beaucoup de pays, l'armée de l'ONU est beaucoup plus importante. Dans le cas de la RCA, l'armée de l'ONU, c'était 15 000 hommes à peu près, quand la RCA n'avait peut-être que 1000 soldats. Qui commandait en réalité le pays? Mais c'était la MINUSCA, c'était pas la RCA. Oui. Dans le cas de la RDC, ils sont là depuis 1961. Souvenez-vous, Dakama George, il est mort. L'ancien secrétaire, il y a un secrétaire général de l'ONU, Dakama George, qui est mort. On l'avait soupçonné de soutenir officieusement les idées de Lumumba, etc. L'ONU, si elle veut aider un pays, elle met à la disposition de ce pays les ressources financières, humaines, matérielles, et le commandement militaire donc du pays pourra avoir les ressources pour faire le job. Le problème que nous avons, c'est que les intérêts de l'ONU sont en collusion avec certains types d'intérêts qui veulent que cette situation de chaos perdure, parce que ça leur permet de disposer de matières premières sans les payer et en laissant au passage un peu de cadavres. Non, en laissant au passage un peu de ressources à leurs vassaux locaux, et ceux qui sont là autour de la RDC. C'est comme ça qu'ils reçoivent un peu d'argent qui leur permet de se financer. Donc, il faut réellement que la RDC se réorganise. Quand vous avez 120 millions d'habitants, vous lancez une conscription. Vous levez 1 million d'hommes. Vous levez 1 million d'hommes. Vous êtes la RDC. Vous allez voir les Éthiopiens, ils fabriquent des armes. Vous allez voir les Nigérians, ils fabriquent des armes. Vous allez voir les Sud-Africains, ils fabriquent des armes. Ces gens-là vont vous équiper. Vous avez la plus grosse exploitation de cuivre en Afrique et peut-être dans le monde. Vous faites des réquisitions qui vous permettent de sauver votre pays. Je vous le disais tout à l'heure. Vous n'aurez pas d'allié objectif si vous ne donnez pas des gages de confiance, de dynamisme, de volonté, de détermination à cet allié. Un allié objectif ne débarque pas chez vous parce que vous avez fait appel à lui. S'il ne voit aucune détermination, il ne voit pas le sérieux, l'organisation, la structuration, il ne viendra pas. Parce qu'il ne va pas envoyer ses enfants venir mourir chez vous dans le cas d'une requête sécuritaire. Il ne va pas envoyer ses enfants venir mourir chez vous alors que vous n'avez aucune détermination, alors que vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous lui proposez. Un allié objectif il va faire des diligences, hein, et ça va être des diligences d'une rigueur qui risquerait de vous faire replier. Parce qu'il s'agit de la vie. Un enfant, un soldat qui meurt, c'est toute une famille qui est éprouvée à vie. Et un soldat ne revient pas. Ce n'est pas un camion où on va fabriquer quelque chose qui est identique. Ce n'est pas possible. Donc, ils doivent être sûrs que vous êtes sérieux. La Syrie était sérieuse. Bachar el-Assad était sérieux. Tout le monde a vu comment la Russie, la Chine l'ont soutenu. Mais l'Iran, mais là, vous avez un pays où, c'est-à-dire que vous êtes tellement embêtés. Comment des gens peuvent traîner une petite guerre comme ça depuis 20 ans et ils sont là, ils font comme s'il n'y a pas de solution. Mais c'est parce que les parrains des deux côtés sont les mêmes. Sont les mêmes. Et c'est parce que l'ONU qui est là, les intérêts des parrains arrangent l'ONU, arrangent la MONUSCO. Donc la MONUSCO n'a pas à mettre fin à ça. D'ailleurs, vous créez une force d'interposition. Allez, mettez-la à la frontière. Qu'est-ce que la force d'interposition fait à l'intérieur du Congo? Ça devait être à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Comme ça, le Rwanda n'entre pas au Congo, le Congo n'entre pas au Rwanda. Mais vous venez mettre ça à l'intérieur du Congo et vous bloquez l'armée du Congo de ne pas aller sur une parcelle du territoire congolais. Ça vous rappelle quelque chose? Kidal. Barkhane qui bloque, qui coupe le Mali en deux. Oui. Généralement, on le fait quand on a envie de piller les ressources minières. Donc l'ONU sait que c'est pour piller les ressources minières et aller chercher à savoir comment elle se finance elle-même. Comment elle fait pour financer la MONUSCO. Allez regarder tous les contributeurs privés, s'il y en a, comment ils font, pourquoi est-ce qu'ils sont des contributeurs de cette affaire-là. Le problème auquel nous sommes confrontés au Congo, c'est qu'on a un gouvernement faible.
comme dans la plupart des pays d'Afrique centrale, c'est-à-dire que vous avez l'impression que cette région est constituée de gens qui ne savent pas que les peuples peuvent les soutenir d'une manière qu'ils n'imaginent même pas. Il suffit que les peuples se rendent compte qu'ils se battent pour eux. Dès que... Vous avez vu comment les Équato-Guinéens ont soutenu leur président? Oui. Pourquoi? Mais parce que pour la première fois, les gars ont vu des routes, ils ont vu des hôpitaux de qualité, ils ont vu des universités, ils ont vu un cadre de vie agréable. Les gars ont dit, mais attends, mais ce type-là, il travaille pour nous. Et ils sont là à fond derrière lui. Vous ne pouvez pas vous attaquer à lui. Vous ne pouvez même pas essayer de vous attaquer à Guinée équatoriale. Vous avez vu, même dans un pays comme le Cameroun, quand les Français ont essayé d'attaquer le président du Cameroun sur les histoires de biens mal acquis, vous avez vu comment les Camerounais sont levés comme un seul homme contre les Français. Malheureusement, cette dynamique n'a pas pu être exploitée. Oui. Or, si elle avait été exploitée convenablement, c'était une opportunité pour sortir le Cameroun définitivement de l'ornière française. Même dernièrement, quand ils ont sorti un drapeau d'un groupe terroriste, regardez comment les Camerounais se sont tous levés comme un seul homme. Mais combien grande a été leur déception de voir que ces gars-là étaient reçus par un ministre camerounais. Alors que ces gens-là n'auraient jamais dû fouler le sol du Cameroun. Jamais. Et c'est ça qui se passe en RDC. Là, l'ONU condamne. Mais l'ONU n'a pas à condamner. L'ONU est là pour mettre fin à la guerre. Absolument. Donc, la MONUSCO devait être sur la frontière pour empêcher les armées des pays d'entrer. À ce moment-là, il resterait au Congo un groupe terroriste ou un groupe de mercenaires que l'armée devrait rapidement neutraliser. Autre chose, si l'ONU veut vraiment faire quelque chose, ce n'est pas les cris d'orfraie. L'ONU n'est pas là pour bavarder. L'ONU doit donner les ressources au commandement militaire congolais. Mais maintenant, il y a aussi un problème. L'école de guerre qu'on a créée, elle est française. Bon, le président lui-même, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut qu'on mette fin à cette guerre ou pas? Le tout n'est pas de parler. Quand vous dirigez un État, ce n'est pas ce que vous racontez qui intéresse les gens. C'est ce que vous faites sur le terrain. Oui. Comment est-ce que le Congo n'arrive pas à trouver 1 million de soldats pour aller mettre fin à ça, alors qu'ils sont 120 millions? Comment est-ce que le Congo n'arrive pas à faire des deals avec les quelques pays africains qui fabriquent les armes pour s'équiper? Comment est-ce que le Congo n'arrive pas à élaborer un plan de reconquête qui soit convaincant et qui puisse permettre de convaincre des pays comme la Chine, comme l'Iran, comme la Russie de voler à son secours? Comment est-ce que le Congo peut-il se contenter d'aligner de temps en temps de faire cette petite guéguerre-là, de faire ces petites opérations, alors qu'il y a 20 millions de morts dans cette zone? Ça devait être une opération comme le débarquement en Normandie. Ça devait être une opération comme celle que la Russie avait lancée sur Berlin pour aller libérer définitivement cette zone-là. On ne peut pas se permettre de tergiverser ou d'hésiter ou de faire petit. D'accord. Donc, je crois qu'en fait, le fond du problème, ce n'est pas d'écouter l'ONU. Ni ce que l'ONU dit. Le fond du problème dans cette histoire, c'est qu'est-ce que le gouvernement congolais comment a-t-il l'intention de gérer ce problème? Quelle importance donne-t-il à ce problème? Comment veut-il régler ce problème? Se donne-t-il les moyens de régler ce problème? Je suis persuadé, je finis par là, si le gouvernement du Congo le demande, les pays de la CEAC vont l'aider. Et les pays de la CEAC, croyez-moi, régleront le problème à un temps record. L'Angola, le Cameroun, le Tchad, ce sont des pays avec des armées fortement aguerries. Il faut simplement les solliciter dans le cadre d'un mécanisme de la CEAC et surtout leur donner des garanties. D'accord. Vous allez payer comment? Vous donnez quoi en contrepartie? C'est ça. Et le Congo est le leader naturel de la CEAC. À eux seuls, ils ont à peu près 40% de la population de la CEAC et ils représentent une grande partie, probablement, je crois, 1/5 du PIB, les 571 milliards de PIB de la CEAC.
faut régler le problème. Merci, Dr Yamtimba Albert Anatole. Ici, un mot de fin sur la question. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui travaillerait donc en autarcie, est sûr et certain que les FARDC pourront résoudre la crise dans l'est du pays. D'ailleurs, avait annoncé une refonte totale de son armée. Entre-temps, une communauté internationale, comme elle a l'habitude de se faire appeler, invite le Rwanda et le Congo à des discussions plutôt qu'à l'escalade. Non, écoutez, la fameuse communauté internationale, franchement, quelquefois, il faut l'envoyer se balader. Franchement. Déjà, c'est la même communauté internationale qui soutient le Rwanda, sans le dire explicitement. Washington aurait dit à Kigali d'arrêter ses manœuvres en République démocratique du Congo, on n'en parlerait plus. Mais c'est les mêmes gens de jour, ils condamnent, la nuit, ils font toute autre chose. C'est ça qui est la question. Et puis, Kagame, c'était un agent de la CIA. Deuxième chose, c'est ça qui est très intéressant. Alors, tout à l'heure, je l'ai indiqué dans mon premier propos, sur cette question. Le président congolais n'a pas à chercher des médias 14 heures. La situation avec la réponse, si vous voulez, la réponse à la situation qui prévaut actuellement entre le Rwanda et le Congo est d'abord militaire. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut d'abord faire crépiter les armes pour imposer le respect, et puis on va si on va s'asseoir autour d'un table pour négocier. Une escalade entre les Absolument deux pays. non, puisqu'il y a de l'escalade, il y a là. On pille le Congo. Je voulais quand même vous rappeler qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, lorsque Tshisekedi avait instauré un couvre-feu, certaines zones ont cessé de fonctionner du côté de Kigali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pille le Congo pour faire fonctionner l'économie rwandaise. Bien sûr. C'est ça qui est la question. Donc je pense qu'il faut d'abord apporter une réponse militaire de manière ferme. Et ensuite, on verra s'il faut discuter. Moi, je ne comprends pas cette histoire-là. J'ai l'habitude de parler, je mets souvent en perspective le Cameroun de mon pays. Je parle de l'armée de mon pays, le Cameroun. Mais comment est-ce que le Cameroun fait pour être sur plusieurs fronts sans avoir une force étrangère sur son terrain? Nous sommes sur plusieurs fronts. Et nous avons même des forces de maintien de la paix à l'extérieur. Oui. Et nous soutenons, certaines de nos armées assurent la sécurité d'autres pays, des pays voisins, pour la propre stabilité du Cameroun, pour la stabilité du Cameroun. Bien sûr. Nous avons des armées. Hein. C'est-à-dire, en plus du front nord-ouest, sud-ouest, en plus du front Boko Haram et à l'est, les anti-Balaka et consorts, nous avons des forces à l'extérieur. En Centrafrique, autant pour moi, en Centrafrique, au Congo-Brazza, pour la stabilité du Cameroun. Mais pourquoi est-ce que ces gens ne peuvent pas s'inspirer, par exemple, de l'exemple du Cameroun en la matière? Donc, nous pensons, et j'insiste là-dessus, la solution est endogène. C'est vrai que Tshisekedi, lui, il est dans ces deals que nous connaissons, mais il faut qu'il soit honnête avec ses concitoyens. Non, il ne dit pas tout sur un plateau de télé. Il faut quand même qu'il soit honnête avec ses concitoyens. Parce qu'il a la solution à ce problème, mais il donne l'impression qu'il n'en a pas. Les moyens. Or, il a parfaitement les moyens. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander la même chose? Pourquoi la communauté internationale ne demande pas la même chose entre Israël et, n'est-ce pas, ou Hamas? Qu'il faut qu'il y ait une discussion politique. Non, là-bas, j'ai autre chose. Possible. Vous ne pouvez pas... Parce qu'il il est clair que le Congo est agressé par le Rwanda. Et la solution à une agression militaire et politique, non, il faut qu'on soit sérieux. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à l'Ukraine d'aller sur la table de négociation avec la Russie? Mais il privilégie la réponse militaire. Mais dans le contexte, n'est-ce pas, congolais, on vous dit non, il faut aller à la table de négociation. Il faut qu'ils soient sérieux. Il faut qu'ils soient sérieux. Donc, de notre point de vue, la réponse est d'abord militaire. Et ensuite, on voit si on peut s'asseoir autour d'une table pour discuter. Et encore que vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas être sur votre territoire, venir vous agresser, piller vos ressources, tuer vos concitoyens et vous négocier avec lui. Non. Vous utilisez la force. À un moment donné, il faut d'abord mettre de côté la diplomatie. Hein. Il faut mettre la diplomatie. Je ne voudrais pas être excessif, mais c'est vrai. Il faut à un moment donné, la diplomatie... Mais c'est de la diplomatie, ça.
Non, c'est pas tuer la solution à tout. Hein. C'est la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Tout à fait. C'est Clausewitz. Absolument. Donc, je pense que la diplomatie n'est pas toujours la bonne réponse à une vraie question. Ok. Très souvent, il faut mettre d'abord la diplomatie de côté pour régler ça sur un autre terrain. Deuxième chose, je ne sors pas là. Oui. Je crois que Tshisekedi est en train de commettre exactement les erreurs de ses prédécesseurs. Parce que vous ne pouvez pas avoir un vaste territoire et l'État n'est pas présent. L'État doit être présent. C'est vrai, il a nommé les gouverneurs, mais après avoir nommé les gouverneurs, est-ce que les investissements ont suivi? C'est ça qui est la question. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, très souvent, la nature a horreur du vide. Si vous avez un territoire qui n'est pas occupé, vous avez des personnes pas toujours très bienveillantes qui vont venir s'y installer, et puis le jour que vous leur demanderez de partir, ça va créer des conflits. Et j'ai le sentiment, c'est ce qui s'est passé avec le Congo et le Rwanda. Maintenant, vous avez d'autres voisins qui jouent un rôle nocif. Je parle du Burundi et de l'Ouganda. Parce qu'il y a certaines excursions de groupes armés qui partent du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi pour venir créer des désordres en République démocratique du Congo. Mais c'est vrai que vous avez une frontière qui est très grande, mais aussi très poreuse. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous déployez vos forces de ce côté-là. Vous donnez les moyens, la capacité militaire pour assurer la sécurité de votre territoire. Pas pour pleurnicher, n'est-ce pas, sur les plateaux de télé à travers le monde. Non, ce n'est pas ça intelligent. D'accord, merci Albert Anatole ici. Merci également au docteur Yam Timba. Nous avons pu parler de cette lutte contre le néocolonialisme enclenchée par la Russie du côté de Moscou avec ce forum de lutte justement qui se referme le 17 février prochain. Insécurité à l'est de la RDC, également la réaction de l'ONU qui ne convainc personne et qui n'a visiblement pas de valeur pour mes consultants ici présents sur le plateau. Merci Dr Yam Timba, on se retrouvera très bientôt sur For You Media Africa. Merci également à Albert Anatole ici, à très bientôt. Merci à vous qui nous avez écoutés sur la radio 96.3 FM, regardez sur nos plateformes mais également sur vos petits écrans. On se retrouvera également très bientôt, l'information et les programmes se poursuivent sur For You Media Africa. Au revoir Kinshasa.